Donc, cette conférence est organisée dans le cadre effectivement du groupe RH des alumni, des Sciences Po alumni. Donc, nous avons le plaisir d'avoir travaillé ensemble sur ces sujets et voilà, on va vous présenter cette conférence. Alors, tiens, je te passe le micro, Caroline. Bonjour à tous. Voilà, excusez-nous, c'est un problème technique. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir rejoints ce matin. Sciences Po Alumni et le groupe ressources humaines de Sciences Po Alumni ont le plaisir et l'honneur d'accueillir ce matin deux invités de marque que je vais vous présenter. Donc, Philippe Portier, bienvenue. Bonjour. Vous avez adhéré à la CFDT en 1993. De formation scientifique dans le domaine des matériaux, vous avez exercé différents mandats syndicaux, délégué du personnel, secrétaire du comité d'entreprise, délégué syndical au sein d'une filiale de Péchinet, en Haute-Savoie, qui sera rachetée par Giat Industries. Après un passage par le mandat de conseiller prud'homme, vous êtes devenu secrétaire général de l'Union Mines Métaux, puis secrétaire national et secrétaire général de la Fédération générale de la métallurgie CFDT en 2014. Enfin, lors du congrès confédéral de Rennes en juin 2018, vous êtes élu secrétaire national de la CFDT et au sein de la commission exécutive, vous prenez en charge les dossiers de la politique industrielle, d'évolution des règles du dialogue social, du développement durable et de la représentativité syndicale. Et vous, Olivier Laurence, après des études scientifiques, vous avez rejoint IBM France en 1983. Vous avez réalisé toute votre carrière dans le groupe en occupant successivement plusieurs fonctions. En dernier lieu, depuis plusieurs années, vous êtes en charge des relations sociales et vous présidez le comité social et économique central. Vous avez ainsi accompagné la transformation des activités du groupe en France. Vous êtes également conseiller prud'homme employeur dans la section encadrement du conseil de prud'homme d'Évry. Vous avez enseigné et vous continuez d'enseigner la sociologie des relations professionnelles dans plusieurs établissements, notamment au CNAM d'Évry. Merci beaucoup à chacun de vous deux pour votre présence parmi nous ce matin et nous allons démarrer notre conférence. Voilà, merci Caroline. Alors, donc pour commencer, juste un petit bref rappel, c'est qu'effectivement la crise que nous avons tous connue a été marquée par une montée impressionnante des sujets de l'incertitude. L'incertitude a envahi tous les domaines que nous connaissions de l'entreprise, également une montée de la complexité de la gestion des relations. Et parallèlement à ça, une priorisation des sujets de sécurité, de santé et par là même de conditions de travail. L'individualisation des solutions a été aussi importante et le collectif peine à s'y retrouver. Les acteurs dans ce contexte, les acteurs de l'économie, aussi bien les acteurs sociaux que l'entreprise, cherchent à s'y retrouver, en fait, cherchent à trouver des solutions qui puissent correspondre à tout le monde dans ce contexte qui crée insécurité et besoin de dialogue. Alors, face à tous ces défis qui peuvent évidemment générer de la souffrance ou pas selon la manière dont ils vont être gérés, comment se porte le dialogue social? Je passe la parole dans un premier temps à Philippe Portier, qui va pouvoir nous parler du premier thème, puisque nous avons déterminé différents thèmes ensemble. Le premier thème, comment avait évolué le dialogue social dans l'entreprise avant le déclenchement de la pandémie, et notamment depuis la mise en place des CSE en 2018, finalement. Juste un petit retour en arrière avant de s'intéresser, de faire le point sur ce contexte complexe. Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Olivier. Bonjour, vous avez Philippe. Deux scientifiques conseillers prud'homme pour vous parler de dialogue social. Exactement ça devrait bien se passer. C'est exactement ce que je me disais. Quelques mots peut-être avant de répondre directement à la question. Le dialogue social en France est quand même relativement atypique si l'on considère nos voisins européens notamment. Il a toujours été fait pour l'histoire d'une certaine conflictualité, enfin, je pense que c'est ce qui le caractérise bien. Et bien souvent, enfin, si je me place au niveau national, les grandes avancées sociales se sont faites suite à des conflits, des manifestations, voire des mini-révolutions comme en 68.
Et ça, je crois que ça a considérablement imprégné les acteurs. Et on a bien souvent cette conflictualité qui est encore très prégnante. Ceci étant dit, on a un monde qui est en forte évolution depuis déjà quelques décennies. Hein, et imaginer faire des règles un peu universelles au niveau national qui iraient à tous les salariés, ça devient de plus en plus compliqué. D'où, enfin, il y a eu plein de tentatives, mais d'où un code du travail qui s'est largement complexifié. Et je pense qu'Olivier, conseiller Prud'homme, ne va pas me dire le contraire, que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver et que faire du droit social aujourd'hui, c'est pas simple. Sur ce constat, il y avait notamment le rapport Combrexel, je pense qu'il dressait un très bon tableau de la situation telle qu'elle était. Il y a eu plusieurs soit négociations, soit lois qui ont été mises en place. La loi de modernisation du dialogue social, la loi Rebsamen, la loi El Khomri, puis les ordonnances dites Macron. Et tout ça dans un temps relativement. Toutes ces lois visaient à essayer d'améliorer le dialogue social en entreprise. Et je vais m'attarder sur la dernière, puisque c'est la question, sur les ordonnances travail. L'objectif principal, c'est de décentraliser le dialogue social au niveau des entreprises, en faisant une modification de la hiérarchie des normes, à savoir que l'accord d'entreprise donnait la norme et pouvait contredire, y compris des conventions collectives, voire la loi quand il y a des dispositions supplétives, voire l'accord de contrat de travail quand on est dans le cadre d'accords de performance collective. Donc ceci, c'était la première des choses, c'était de dire le monde est complexe, les entreprises sont très différentes les unes des autres, il y en a des très grandes, il y en a des toutes petites, et si on veut vraiment pouvoir répondre aux problématiques qui sont posées à chaque entreprise, il faut que le dialogue social puisse se placer au plus près des réalités du travail. Cet objectif, la CFDT le partage complètement. Nous sommes complètement en phase pour dire qu'effectivement, c'est là où sont les problèmes qui doivent être traités. Le deuxième objectif de cette loi, c'est de simplifier et de rationaliser un petit peu le dialogue social, et notamment ce qu'on connaissait avant, les différentes consultations qu'on pouvait avoir au niveau local, en comité d'entreprise, ou au niveau central, au comité central d'entreprise, où bien souvent, c'était les mêmes thématiques qui étaient soumises à consultation, et avec des consultations à plusieurs niveaux qui se répétaient, qui étaient très redondantes. Donc ça, c'était les deux objectifs principaux. Et dans le cadre de la simplification, il y avait aussi, bien sûr, le regroupement des différentes instances, à savoir les délégués du personnel, le CHSCT et le comité d'entreprise. Je vois que mes 5 minutes sont bientôt atteintes, donc je vais accélérer. Donc tout ça, plutôt en phase, du côté de la CFDT, c'est au niveau de la mise en œuvre, selon nous, que ça pêche, tout simplement parce qu'il y a un paradoxe qui me semble évident, c'est le fameux « en même temps » de l'auteur des ordonnances. C'est en même temps, on donne plus de pouvoir aux négociateurs d'entreprise et on affaiblit les moyens des représentants des salariés dans les entreprises. Alors, on affaiblit les moyens comment ? Par le nombre d'heures de délégation qui est en diminution. C'est en fonction de la taille d'entreprise. C'est moins vrai dans les petites entreprises, mais c'est vrai dans les grandes. Et aussi en diminuant le nombre de mandats. Mais le nombre de mandats s'est trouvé diminué, en particulier parce que les périmètres
des ex-comités d'établissement ont été complètement revus. Et on a assisté, je me place à un niveau global de ce qu'on a vu, il y a le rapport du comité d'évaluation des ordonnances qui sort la semaine prochaine et qui en fera état. On a vu une concentration du dialogue social et une centralisation du dialogue social dans l'entreprise. Si bien qu'au bilan, si je veux être un peu caricatural, mais très court parce que j'ai plus beaucoup de temps, on voit un dialogue social qui, au lieu d'aller près du travail et à proximité des salariés, c'est plutôt concentré. Donc, un des objectifs de la loi ne semble pas atteint aujourd'hui. Et deuxièmement, quand j'écoute nos représentants élus des CSE, ils ont une charge de travail qui s'est réellement complexifiée, dans le sens où ils doivent traiter de toutes les questions délégués du personnel, comité d'entreprise, les questions d'hygiène sanitaire, dans des réunions qui sont aujourd'hui pléthoriques et on a du mal à traiter tous les sujets. J'y reviendrai, mais je ne fais pas plus long pour laisser la parole à Olivier. Merci beaucoup, Philippe. Alors, Philippe parlait d'une certaine conflictualité et je commencerai mon propos en disant que je crains d'être d'accord avec Philippe sur un certain nombre de points et donc cette conflictualité va baisser d'un niveau. Néanmoins, j'ai un regard sur les dernières lois. En fait, on a eu 3 grands sets de lois. Si on remonte dans le temps, on a parlé des ordonnances Macron. Philippe citait aussi, notamment sur la simplification des consultations, le travail fait dans les lois Rebsamen. Et puis avant, on a eu aussi cette loi de modernisation sociale qui, à mon avis, est le point de départ du nouveau paysage syndical et social d'aujourd'hui, puisque dans cette loi, on avait notamment la réforme de la représentativité qui a beaucoup changé le champ des organisations syndicales et qui a aussi changé leur vision de leur travail dans les entreprises. Donc l'ensemble de ces 3 lois a effectivement, et là-dessus on est tout à fait d'accord, profondément changé les rapports dans les entreprises. Le fait qu'en France, nos relations sociales soient basées, Philippe le disait, sur une certaine conflictualité, ça n'a pas changé dans les textes. Et c'est vrai que le Code du travail, lorsqu'il rassemble par exemple les anciens CE et CHSCT, certes, il joint ces 2 anciennes instances, mais il ne modifie pas typiquement le mode d'expression de l'avis des partenaires sociaux en France, qui est la consultation, ce qui est très différent dans d'autres pays, et en Allemagne en particulier, tout le monde cite souvent cet exemple, et cette conflictualité, elle reste inscrite finalement dans le Code du travail, parce que l'on n'a pas modifié des pans entiers, et que si, notamment les ordonnances Macron, prônent l'amélioration du dialogue social dans les entreprises, un certain déport vers les entreprises, pour autant, elles ne changent pas profondément les règles du jeu. Si on reprend ces différentes ordonnances, j'ai un regard qui est un petit peu différent, mais qui est très imprégné de ce que j'ai vécu dans mon entreprise au sein d'IBM. L'objectif des ordonnances Macron, de façon très évidente, il le dit, c'est écrit, c'est le renforcement de la négociation collective au sein des entreprises et c'est l'amélioration finalement du dialogue social dans les entreprises. C'est l'objectif qui est affiché et ces ordonnances, les textes de loi de ces ordonnances qui ont été repris naturellement dans le Code du travail, en donnent très très largement la possibilité aux entreprises. Mais c'est une possibilité qui est donnée. Les entreprises, après, elles ont leur choix à faire et elles ont un choix en matière de modèle de relations sociales. Une entreprise qui voudrait s'inscrire dans une logique de conflit avec ses organisations syndicales, c'est un modèle comme un autre, on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas, en tout cas, ce n'est pas le nôtre, eh bien, ces ordonnances Macron sont finalement du pain béni, puisqu'on mélange les instances, on réduit le nombre de mandats, on diminue, comme le disait Philippe, le nombre de missions. Donc l'employeur qui voit arriver les ordonnances Macron en milieu d'année 2017 se frotte les mains en se disant « je vais pouvoir supprimer la moitié de mes mandats de représentant du personnel ». Ce en quoi, à mon avis, il fait le mauvais choix, mais c'est son choix.
Néanmoins, les entreprises avaient heureusement d'autres possibilités lorsque ces ordonnances Macron sont arrivées. Et cette possibilité, c'était une possibilité de négocier avec les organisations syndicales la façon dont nous allions décliner ce nouveau paysage d'instances. Et dans nombre d'entreprises, se sont entamées aussitôt des négociations pour couvrir ce qu'on appelle le droit syndical, c'est-à-dire les moyens que l'entreprise veut donner aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel, moyens extralégaux. Tout à l'heure, Philippe parlait de la réduction du nombre de mandats. Ça, on ne peut pas le nier. Les ordonnances Macron, dans la mesure où elles viennent rassembler les trois instances, eh bien, là où en juillet 2017, on avait des mandats de délégués du personnel, des mandats de membres des CHSCT et des mandats d'élus au niveau des comités d'établissement ou d'entreprise, eh bien, on réunit les trois instances et de façon tout à fait mathématique, eh bien, on diminue le nombre de mandats. Le droit syndical et la négociation a pris le relais dans nombre d'entreprises à partir de septembre-octobre 2017. Et lorsque les instances se sont mises en place, à partir de 2018-2019 selon les entreprises, eh bien, certaines entreprises, lorsqu'elles souhaitaient maintenir un dialogue social de qualité, ont pris les devants pour diminuer, pour limiter cette réduction des moyens des organisations syndicales. Au sein d'IBM, dans notre accord sur le droit syndical, la question ne s'est finalement pas posée. Je me souviens de la première réunion de négociation à laquelle naturellement la CFDT participait. À cette première réunion, j'avais clairement mis sur la table que mon objectif n'était pas de réduire les moyens des organisations syndicales. Naturellement, il fallait s'adapter à cette nouvelle configuration. Mais mon objectif n'était pas de réduire les moyens. Et dans cet accord sur le droit syndical, eh bien, on a notamment ajouté des mandats surnuméraires par rapport à ce que le Code du travail précisait, on a rajouté des temps de délégation, on a mis en place, ce qui n'était pas une obligation, des représentants de proximité. Donc, pour dire les choses simplement, on a voulu compenser un certain nombre de diminutions qui étaient inscrites dans les ordonnances Macron pour que nos partenaires sociaux n'aient pas le sentiment d'être les dindons de la farce de ces ordonnances et se retrouver effectivement avec des moyens beaucoup plus limités. Néanmoins, ces ordonnances Macron, lorsqu'on a compris qu'elles allaient dans le sens d'une simplification, eh bien, moi, je m'en réjouis, et je sais qu'au début, ce n'était pas le cas des organisations syndicales, je m'en réjouis parce que, comme le disait tout à l'heure Philippe, certaines procédures avant les ordonnances Macron étaient d'une extrême complexité. Certaines entreprises, j'allais dire malheureusement, passent par des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, et Philippe se souvient certainement des procédures qui étaient en place il y a 5 ans ou il y a 10 ans, avec à l'époque encore les CHSCT, où lorsque vous aviez par exemple un comité central d'entreprise, une dizaine d'établissements distincts et autant de CHSCT, vous aviez l'obligation, fixée par le Code du travail, d'organiser la consultation de l'ensemble des établissements, puis du comité central, en parallèle des CHSCT, évidemment de désigner des experts au CHSCT, au CE et au CCE, et vous vous retrouviez avec une procédure d'une telle complexité que je crois qu'à l'époque, les organisations syndicales comme la direction, ils perdaient un petit peu leur latin. Et donc, ces ordonnances Macron sont venues simplifier ces règles. Alors, il n'y a pas que des PSE, heureusement, dans les entreprises, mais pour toutes les négociations collectives ou les grands sujets de consultation, les ordonnances Macron simplifient la donne. Et puis, quand on regarde la réalité sur le terrain, lorsque on convoquait un CHSCT ou un CE, on avait souvent les mêmes personnes, c'est-à-dire que l'élu CFDT ou CCE se trouvait souvent être aussi élu au CHSCT ou élu délégué du personnel. Donc il y avait de nombreuses redites. On ne savait plus trop en CHSCT si on ne devait traiter que de très spécifique à l'hygiène et la sécurité ou si on devait élargir aussi sur la partie économique. Et vice-versa, en CCE, on avait des questions dont on avait envie de dire elles sont plutôt du domaine du CHSCT, mais comme on
est censé répondre à l'ensemble des préoccupations des élus du CCE, eh bien, on se trouvait aussi à traiter des questions qui étaient plutôt relatives au CHSCT. Donc Macron, pour ça, a simplifié, je trouve, de façon intelligente, de telle sorte que les interlocuteurs syndicaux et élus ont entre leurs mains l'ensemble des informations pertinentes. Ils ont les informations plutôt d'ordre hygiène, sécurité, conditions de travail, et puis aussi toutes les informations d'ordre économique. Et au passage, ces ordonnances Macron ont lancé aussi, je trouve, une dynamique de négociation dans les entreprises, de nouveaux moyens pour cette négociation, et je ne sais pas si c'est une coïncidence du calendrier, mais dans mon entreprise, 2018 a été l'année où, historiquement, nous avons signé le plus d'accords d'entreprise, avec des accords d'entreprise extrêmement importants. J'en citerai quelques-uns. Accords d'entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui a changé de nom depuis. Accords d'entreprise sur l'emploi des personnes atteintes de handicap. Accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail, qui est un sujet qui est arrivé depuis quelques années et qui prend de plus en plus d'ampleur, et on va en reparler dans notre sujet du jour sur la façon dont on a réagi à cette pandémie. Et puis, accord sur l'égalité professionnelle. J'en resterai là, mais ça a été une année extrêmement faste, et je pense que ces ordonnances Macron ont ouvert l'appétit des organisations syndicales et de certaines entreprises, et j'espère d'une majorité d'entre eux, cette négociation collective. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ce regard et effectivement, cette intervention assez complète sur le sujet. Pierre, le sujet… D'abord, je voulais dire, Olivier, qu'il faut remettre sa caméra parce que les conditions techniques semblent mises de nouveau. Je vais prendre le micro. Donc oui, je disais merci pour cette mise en perspective à la suite de toutes les évolutions législatives et la façon dont elles ont été appliquées dans les entreprises depuis donc les lois Macron et El Khomri qui avaient précédé. Le sujet d'aujourd'hui, donc ça commence juste après tout ça et ça continue de se poursuivre. D'ailleurs, ça a déjà duré pratiquement 2 ans et ça va continuer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est à la suite de ces évolutions. Comment est-ce que les relations sociales ont évolué pendant la pandémie, qui a quand même contraint à trouver d'autres modes de fonctionnement? Quelles ont été les influences visibles au cours de ces 2 dernières années? Alors, je vais commencer par poser la question à Olivier. Cette fois, on va changer l'ordre. Donc, Olivier, chez IBM, et en tout cas dans ton expérience, comment est-ce que la pandémie a modifié certains modes de fonctionnement et peut-être à créer certaines nouvelles tendances dans les relations sociales dans ton entreprise et d'autres? Alors, de cette mi-mars, il y a maintenant presque 2 ans, un peu plus d'1 an et demi, ça a été extrêmement brutal. C'est-à-dire que dans les entreprises, je rappelle que l'employeur a la responsabilité de la santé et de la sécurité de ses salariés dans les locaux de l'entreprise ou même à l'extérieur, chez les clients. Et donc, les employeurs et la direction générale d'IBM s'est retrouvée du jour au lendemain mesurer la responsabilité, l'importance de la responsabilité qu'elle endossait brutalement du fait de cette pandémie. À IBM, la décision a été extrêmement simple et rapide. Le comité de direction, le COMEX, se réunissait tous les 2 jours et 5 jours avant que le gouvernement ne décrète cette quasi-obligation de télétravailler, 95% de nos salariés avaient instantanément basculé en télétravail. Alors, on dirait, j'en ai pas de gloire particulière. Quand on travaille à IBM, on est doté d'un ordinateur, de moyens éprouvés de longue date. On avait déjà des habitudes de télétravail occasionnel, 1 ou 2 jours par semaine. Et donc, on était armé pour basculer dans ce mode. Mais néanmoins, c'est une décision qui est une décision difficile et complexe à prendre pour l'entreprise. Cette décision a été prise instantanément. Le COMEX, du jour au lendemain, a décidé
que la protection des salariés, c'était la priorité numéro 1. Naturellement, ça aurait des conséquences économiques, ça allait rendre les choses plus complexes, on va aborder tous ces sujets, ça allait créer d'autres difficultés dans l'entreprise. Mais la décision a été prise du jour au lendemain. De mon côté, côté relations sociales, imprégné du Code du travail, ça m'a donné un certain nombre de sueurs froides, car si on regarde le Code du travail n'est absolument pas équipé, et il ne l'est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, il n'est pas équipé pour gérer ce genre de situation. Quel est le statut du télétravailleur? S'il a un accident à sa maison, est-ce que c'est un accident de travail? S'il refuse d'aller en clientèle parce qu'il estime que le client chez qui on l'envoie ne respecte pas les protocoles sanitaires, est-ce qu'il est fondé à refuser de franchir la porte? Et donc, en tant que juriste, je dois vous dire que du jour au lendemain, basculer dans un mode quasiment de 100% télétravail, ça a été un casse-tête et une grosse frayeur sur laquelle j'ai travaillé heureusement avec mes organisations syndicales, puisque au lendemain de ce basculement en télétravail, avec notamment les instances représentatives du personnel, mais aussi les organisations syndicales, nous nous sommes mis à travailler de façon acharnée. J'ai presque honte de le dire, mais je n'ai jamais eu autant de réunions avec mes partenaires sociaux qu'au lendemain du basculement en télétravail. Je pense qu'en l'espace de 3 mois, ce n'est pas le Covid qui les a épuisés, mais c'est le nombre de réunions que nous avons faites pour nous assurer que sur un plan social, tout était organisé pour être conforme au texte de loi, tout à organiser cette santé, cette sécurité des salariés. Et quand on regarde les résultats que je ne vous présenterai pas du nombre de salariés d'IBM qui ont été touchés par le Covid, c'est resté extrêmement, on est fort heureux. Philippe va donner certainement son avis et j'imagine qu'on pourra y revenir. Oui, merci Olivier, effectivement. Donc on a à peu près 5 minutes chacun. Donc on va passer la parole à Philippe. Oui, merci Olivier. Nous, on ne bossait pas à IBM, donc on était beaucoup moins à l'aise avec notamment les visios. Je crois que je n'avais jamais fait de visio avant ce moment-là, mais je ne suis peut-être pas le seul autour de la table. Et malgré tout, on a su rapidement s'organiser et avoir un fonctionnement, je ne dirais pas quasi normal, mais en tout cas, où l'organisation syndicale a pu faire son job. On a en fait très vite créé une adresse mail qui s'appelle encore, je crois qu'elle est encore active, covid19cdt.fr, sur lesquels les salariés ou les militants avaient la capacité de poser des questions et auxquelles on répondait. On essayait de répondre, on n'avait pas toujours les réponses, mais en tout cas, ces conversations nous ont remonté tout un tas de problèmes qu'on a pu porter auprès du ministère du Travail. Et ça a alimenté fortement les décisions qui ont pu être prises à ce moment-là. Tout simplement parce que c'était des remontées très concrètes du terrain. Et parallèlement à ça, on a fait une foire aux questions pour toutes les questions qui se posaient à ce moment-là. Foire aux questions qui a vu plus d'1 million de visiteurs. Alors pas au mois de mars, hein, mais sur la période, ce qui est quand même pas mal. Et donc ceci, ça nous a aussi permis d'observer comment ça évoluait dans les entreprises. Alors quand c'est 100% télétravail, ça peut être très compliqué. Mais on peut y arriver. Enfin, c'est une question aussi de moyens matériels qu'on n'a pas toujours dans les entreprises. Mais nous, on avait aussi beaucoup de salariés qui devaient rester en présentiel. Hein, les fameux salariés des premières et deuxième lignes. Et là, il y avait une réelle angoisse. Une angoisse de la part des salariés de dire, mais si je vais au travail, je vais me faire contaminer. Et une angoisse de la part des employeurs, puisque comme l'a dit Olivier, l'employeur est responsable de la sécurité, mais il n'est pas responsable en termes de moyens, il est responsable en termes de résultats.
Et donc, on s'est retrouvé devant une situation très, très complexe. Et je confirme qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de dialogue social dans cette période. Alors, c'est pas forcément, c'est pas général, mais en tout cas, où il y a eu ce dialogue, c'est pas une négociation, hein, c'est simplement de se dire, voilà, comment on organise le travail avec les données qu'on a et comment on fait pour sécuriser au maximum les salariés dans leur travail. Et on a fait un sondage IFOP qui démontre très clairement que lorsqu'ils sont dans des entreprises où il y a eu ce type de dialogue, leur inquiétude par rapport à une éventuelle contamination était divisée par 3 ou 4. Hein, donc, on voit bien l'intérêt qu'il y a donc, dans ce genre de cas à avoir entre les représentants du personnel et les employeurs un vrai dialogue pour une situation complètement incongrue auquel personne ne s'attendait, mais qui a permis de trouver des solutions. Ce que ça démontre, à mon sens, et Olivier l'a bien exprimé, c'est que le Code du travail, il n'est pas du tout adapté pour ça. Et les partenaires sociaux ont la capacité dans un mode dégradé, si on peut dire, du point de vue du juriste puriste, dans ce mode dégradé, de trouver des solutions pour le bien des salariés et de l'entreprise. Et c'est certainement ça qui doit nous faire aussi réfléchir à d'éventuelles évolutions, mais j'anticipe peut-être sur les questions d'après. Merci beaucoup. Alors, vous venez nous dire que les questions sur la santé, la sécurité, les conditions de travail ont été vraiment prégnantes pendant cette crise. Et selon vous, est-ce que vous pensez que le dialogue social avait les moyens de bien appréhender ces questions et de bien y répondre? Est-ce que ça a été efficace, selon vous, la nouvelle organisation du dialogue social pour traiter ces problématiques? Philippe, on vous laisse démarrer la réponse. Alors, la complexité qu'il y a eu pour nos représentants dans les entreprises, elle est très pratico-pratique, mais aussi juridique. C'est tout simplement que quand on a des collègues qui sont en télétravail, pour pouvoir communiquer avec eux, il faut un accord d'entreprise qui l'autorise, hein, qui autorise notamment les organisations syndicales et les représentants des salariés à pouvoir, par exemple, via l'intranet de l'entreprise, communiquer avec les salariés. Ça n'existe pas partout. En conséquence de quoi, c'est un petit peu compliqué de représenter des personnes avec lesquelles on n'est pas en lien. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, mais je crois que c'est assez symétrique pour l'organisation syndicale et pour le management, c'est que si je prends le management, manager des personnes qui sont à distance, ce n'est pas tout à fait pareil que quand on les a sous les yeux. Alors, je crois qu'il y a eu une vraie évolution dans la période, c'est que nombre d'employeurs se sont rendus compte que le salarié à la maison, il travaillait aussi, et il travaillait même des fois plus quand il était au boulot, et que, en tout cas, ça, je trouve, eu cette vertu de montrer que le télétravail, c'était quelque chose de possible et quelque chose qui pouvait répondre à des besoins. Ça a montré également, je trouve, en creux, que les contacts entre collègues et la présence sur un même lieu à des moments donnés était aussi indispensable. Hein, je sais pas, je pense qu'on l'a tous vécu. Entre le moment où on était en télétravail et où on avait les visios qui s'enchaînaient, un rythme effréné tout au long de la journée, avec des fois des problématiques un petit peu difficiles à résoudre, et le moment où on est retourné en présentiel, et où il suffisait d'aller voir dans le bureau d'à côté et d'interroger le collègue pour avoir tout de suite la solution à notre problème, on voit que les deux modes ont des vertus, mais aussi des inconvénients. Et au niveau de la représentation des salariés, c'est un peu pareil. Hein, on vit quelque chose d'assez symétrique. Et donc, je pense que, alors y compris pour les instances, la vidéo, ça peut avoir
des vertus, surtout quand on a des entreprises qui évoluent à un niveau national ou international, ça évite bien des déplacements. Néanmoins, il y a certain d'avoir du présentiel. Tous nos représentants nous ont parfaitement décrit que négocier en distanciel, ce n'était pas des plus pratiques, tout simplement parce qu'il y a toujours dans une négociation, alors je passe l'aspect un peu théâtral des fois de la séance, beaucoup de choses se passent plutôt en bilatéral et à d'autres moments, mais il y a quand même toute une communication infraverbale qui s'exprime par le corps, par tout un tas de choses, ou qu'on capte très bien en présentiel et qu'on ne capte pas du tout ou beaucoup moins en distanciel. C'est comme le poker en live et le poker autour d'une table. Merci. Alors, j'y vais. Olivier. Vas-y. Je laisse ma caméra allumée, mais si le son est haché… Olivier, alors, le son est impeccable, tu peux y aller. Très bien. Alors, la question au départ était sur le dialogue social. Donc, le lendemain de ce basculement en télétravail, comment s'est organisé le dialogue social au sein d'IBM? Je dois dire que j'ai été très agréablement surpris de la façon dont la quasi-totalité des représentants du personnel ont épousé les priorités du moment, qui étaient la santé des salariés et les moyens à mettre en œuvre pour que cela se fasse dans les plus brefs délais. À aucun moment à IBM, je n'ai eu en face de moi des partenaires sociaux arc-boutés sur mais quel est le statut du télétravailleur, il faut revenir sur site ou il faut prendre des actions particulières. Je pense qu'il y a eu une sorte d'adhésion et de solidarité immédiate de l'ensemble des partenaires. Alors, Philippe le signalait, c'est vrai que chez nous, on avait l'habitude de tous ces moyens de visioconférence et donc il n'y a pas eu de choc de la première heure. Je me souviens, on a basculé du jour au lendemain sur l'ensemble des réunions, c'est-à-dire que le 15 mars, il y a un an et demi, toutes les réunions d'instance, CSSCT, CSE, CSEC, toutes les réunions ont basculé en visioconférence, mais ça s'est fait de façon extrêmement naturelle et j'allais dire disciplinée, c'est-à-dire que ni l'une ni l'autre partie n'ont saisi cette occasion pour essayer, par exemple, d'inverser les pouvoirs ou de museler certaines expressions des syndicats, par exemple. Donc ça a été déjà une surprise, mais aussi un enseignement, c'est-à-dire qu'en matière de relations sociales, tant les partenaires sociaux que nous, direction, nous sommes dit dès le début, finalement, cette crise qu'on aurait bien voulu éviter va aussi nous apprendre quantité de choses et l'après-crise ne sera plus comme avant. Et on le voit encore aujourd'hui, ça sera une autre partie de notre discussion, j'imagine. Donc ça a été vraiment un constat immédiat que nous avons fait sur le dialogue social. Philippe parlait aussi de la difficulté des organisations syndicales à pouvoir joindre les salariés. Et c'est vrai, on a des salariés qui, du jour au lendemain, se retrouvent chez eux. Bien sûr, ils peuvent utiliser tous les moyens pour converser, travailler avec leurs managers, avec leurs collègues, mais néanmoins, du jour au lendemain, ils auraient pu être privés de cette voie de communication que sont les représentants du personnel, les organisations syndicales. Donc tout ça, ça devait s'organiser. Et très rapidement aussi, nous avons mis en place, alors Philippe le déplorera, ce n'était pas du mailing direct avec la messagerie que nous avons donc à IBM, mais néanmoins, nous avons ouvert des tribunes intranet dans lesquelles les syndicats pouvaient poster toutes les informations qu'ils souhaitaient. Et puis par ailleurs, nous avons aussi un système de messagerie instantanée qui s'appelle chez nous Slack. Ça ressemble à d'autres systèmes
variés utilisés par les entreprises et les partenaires sociaux. Il n'y avait aucune interdiction pour qu'ils puissent utiliser Slack. Pardon ? Donc, je disais du jour au lendemain, donc les partenaires sociaux ont aussi utilisé ces canaux de communication et cela nous a aidés puisque dans les semaines qui ont suivi, nous avons dû analyser les conséquences. Oui, il faudrait peut-être que celle qui a la main sur la réunion mette en désactivation. Donc, je disais, concernant ce dialogue social, dans les semaines qui ont suivi ce basculement en télétravail, sont apparues d'autres problématiques très, très opérationnelles. Problématiques sur comment le manager peut-il organiser la vie de son équipe, comment les salariés peuvent-ils être accompagnés pour leurs conditions de travail. On a eu des questions très diverses, hein, le siège ergonomique, la taille de l'écran, les moyens bureautiques mis à la disposition des salariés. Et donc, toutes ces questions qui étaient assez nouvelles, même si on télétravaillait occasionnellement auparavant, il a fallu les traiter. Et c'est là que le dialogue social a joué aussi pleinement, puisque de mémoire, 1 ou 2 semaines après le début du confinement, j'avais lancé une négociation avec les organisations syndicales qui a abouti à la signature d'un accord d'entreprise, quelque part de mémoire à la fin du mois d'avril ou début mai, où nous nous engagions à un certain nombre de moyens vers les salariés pour faciliter ce télétravail. C'était typiquement le financement d'une partie du matériel, siège ergonomique, emprunt de matériel, et puis aussi, et c'est peut-être la partie la plus importante, comment détecter un certain nombre de signaux chez nos salariés qui pourraient nous alarmer, puisque le salarié n'étant plus sur son lieu de travail, le manager n'avait plus cette relation directe avec le salarié, et des situations individuelles qui, lorsqu'on travaille sur site, avaient plus de chances d'être détectées, pouvaient se développer de façon plus sournoise. Et c'est donc ce dialogue social qui a permis de conclure cet accord d'entreprise qui nous donnait finalement ce socle juridique permettant d'aller plus loin dans l'accompagnement des salariés dans ce nouveau mode de travail qui était le télétravail à 100%. Il faut savoir qu'on est donc plus d'1 an et demi après le début de ce confinement et qu'à IBM, aujourd'hui, lorsqu'on a 15% de salariés qui sont sur site, on est content. Donc, vous voyez que certains salariés sont peut-être venus 1, 2, 3 fois sur site depuis 1 an et demi. Donc, ça pose d'autres problématiques sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles nous avons travaillé avec l'aide des partenaires sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Alors, juste pour reprendre, et puis je vais vous repasser la parole. Je coupe. C'est bon ? Voilà. D'accord. Bon, voilà, vous m'entendez bien là. Juste pour reprendre un petit peu ce que vous disiez l'un et l'autre, et merci pour ces échanges parce que c'est extrêmement riche, parce que finalement, vous répondez bien l'un à l'autre, je trouve, puisque l'un comme l'autre vous disent finalement le dialogue social, il y a eu beaucoup plus de réunions, on s'est beaucoup vu, il y a eu beaucoup de réunions, hein, ça vous l'expliquez très bien. Et également, moi j'ai entendu avec évidemment chacun qui est devenu beaucoup l'utilisation des réseaux sociaux, avec un raccourcissement évident de la temporalité et des décisions beaucoup plus rapides à prendre. Et également, d'ailleurs, la remarque de Philippe Portier était intéressante sur le fait que finalement, il y avait eu beaucoup de règles, mais que finalement, on a plus
était dans l'action-réaction que dans l'application des règles qui étaient de toute façon en fait un petit peu mises à mal par la situation. Et puis l'autre chose, c'est que ce que vous avez dit ensuite, c'était intéressant sur le constat que vous avez partagé sur les difficultés à la fois pour les représentants finalement, tous les partenaires sociaux d'être en lien direct avec les salariés, à la fois la difficulté aussi des managers de comprendre et de savoir réagir et gérer à la fois les individus et le collectif. Et puis, tout de même, une difficulté soulignée par vous deux sur la négociation en distanciel, finalement, parfois un peu moins évidente et moins facile que le présentiel, sur lequel, à la fois, on pouvait échanger et voir s'affronter sur certains sujets, et du coup, être plus créatif dans vos discussions. Et puis finalement, dans ces conditions de travail renouvelées, et notamment les aspects matériels soulevés par Olivier, effectivement, de savoir comment les conditions de travail finalement se sont à la fois dégradées, à la fois des nouvelles conditions sur lesquelles il faut s'interroger pour les partenaires sociaux comme pour l'entreprise, et du coup, comment détecter ces difficultés et comment renouveler tous ces sujets. Alors, ça me permet d'enchaîner sur le dernier thème. Quelle perspective d'évolution voyez-vous au dialogue social et aux relations sociales, puisque dans ce que vous dites l'un comme l'autre, on aurait plus que jamais besoin de dialogue finalement, parce que tout ça bouge très vite et de manière conséquente. Du coup, comment pressentez-vous les choses au cours des prochaines années? Alors, pour le coup, je vais passer la parole pour la dernière part d'abord à Philippe. D'abord à Philippe, qui pourra commencer. Quelle place pour le développement durable? Oui, alors, je vous passe le micro et puis parce que je vois que le temps passe vite. Et ensuite, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, soit par chat, soit en live directement, comme vous le souhaitez, puisque comme vous le savez, les deux fonctionnent très bien, parce que nous sommes également agiles, comme vous pouvez le voir. Vous m'entendez là? Très bien. Alors, comment pressentez-vous le dialogue social de ces prochaines années? Alors, je ne répondrai pas à la question, parce que je ne vais surtout pas faire de plomb sur la comète. Donc, je ne sais pas comment je le pressens. Ce que je peux vous dire, je sais comment je voudrais qu'il soit. Mais les deux ne vont pas forcément être très raccords. Je parle d'expérience. Je parlerai peut-être sur deux échelles de temps différentes. Une première échelle plutôt court terme, en droit fil des ordonnances, des constats qui peuvent être faits et des évolutions qui seraient souhaitables. Moi, je pense foncièrement que on a quand même dans notre pays un problème, c'est que le législateur s'en mêle de nos affaires. Et tant que le législateur nous dira comment faire du dialogue social, ça va être compliqué. Et je pense qu'il devrait se borner à nous dire pourquoi il faut faire du dialogue social et qu'il nous laisse la question du comment. Je trouve les règles d'une complexité affolante. Franchement, j'aimerais pas être DRH ou responsable des relations sociales. Il y a 15 ans, je pense, ça m'aurait bien plu, mais alors là, maintenant, aujourd'hui, plus du tout. On est rentré dans une complexité qui est terrible. Et la fatigue militante que je vois par rapport aux élus qui ont tout un tas de choses à faire, qui des fois en plus ont bien sûr un autre boulot à côté, souvent. Je comprends aussi que de l'autre côté RH, c'est aussi très compliqué. Et je pense, et je m'appuierai peut-être sur ce qui s'est passé dans la crise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un intérêt commun, où on a envie de faire avancer les choses, chacun à sa place, avec d'un côté les représentants de l'employeur et de l'autre les représentants des salariés, on est capable de dialoguer. Et c'est certainement vers ça qu'il faudrait aller. C'est d'un côté simplification de la manière dont on conduit
le dialogue social en mettant en place des accords qui disent, voilà, on simplifie les règles et comment on conduit le dialogue social et avec quels moyens. Et je pense que ce type d'accord serait réalisable à beaucoup d'endroits, hein, parce que tout simplement, on y a tous intérêt. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aussi qu'on se pose et on arrive à faire un état des lieux de voilà, comment se passe le dialogue social entre nous et comment pourrait-il se passer demain. Ça c'est l'échelle plutôt court terme. Donc, c'est une espèce de deal, hein, simplification contre accord sur la manière de conduire le dialogue social. Sur le plus long terme, et la CFDT porte ça depuis longtemps déjà, j'ai même envie de dire presque depuis toujours, c'était la codétermination à un moment donné. Maintenant, on appelle ça la codétermination à la française. On reste persuadé que l'entreprise n'appartient pas aux seuls actionnaire. On reste persuadé que les actionnaires sont effectivement indispensables à l'activité de l'entreprise puisqu'ils apportent le capital, mais que les salariés le sont tout autant par leur rapport de compétences et de travail. Et qu'en conséquence, ces deux parties constituantes devraient avoir des pouvoirs qui soient rééquilibrés. Rééquilibrés dans le sens où les salariés, tout comme les actionnaires, doivent pouvoir dire leurs mots sur la manière et sur la stratégie de l'entreprise. Alors, nous, on le décline à 3 niveaux, en fait. C'est au niveau des conseils d'administration, une représentation plus importante des administrateurs salariés, au moins 30%, mais ça peut être 50%. Au niveau des instances représentatives du personnel, on pourrait instaurer ce qu'on appelle un avis conforme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut que, alors dans certains domaines, l'entreprise puisse mener à bien les projets, il faut obligatoirement un avis conforme du CSE. Et ça changerait la donne, tout simplement parce que ça obligerait l'employeur à bien exposer son projet. Ça l'obligerait à écouter les remarques, les observations, les propositions de ses représentants des salariés. Et ça entraînerait l'ensemble des salariés d'avoir des projets qui soient cooptés mutuellement. Ça, c'est le deuxième niveau. Et un troisième niveau, et ça ressort très fortement, notamment on avait fait une enquête à la CFDT qui s'appelait Parlons Travail, à laquelle on avait eu 200 000 répondants et 3 répondants sur 4 nous disaient on veut travailler dans une entreprise qui ait du sens et on veut donner du sens à notre travail. Et il y a un vrai besoin de démocratiser les organisations du travail dans le sens où les salariés doivent pouvoir beaucoup plus donner leur avis et participer à la construction et de leur poste de travail et de l'organisation du travail. Donc voilà, ça c'est, je ne rêve pas, hein, c'est bien sûr le plus long terme et si on veut arriver à ça, enfin nous on le souhaite, il faudra bien sûr trouver un chemin de passage pour passer de notre situation aujourd'hui qui est, comme on est d'accord avec Olivier là-dessus, qui est encore très basée sur des relations conflictuelles, pour arriver à des relations partenariales, mais qui me semblent quand même un peu indispensables pour accompagner les grandes transformations qui ont déjà commencé, mais qui vont s'accélérer dans les prochaines décennies. D'accord. Merci. Olivier, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors, ma vision de l'évolution des relations sociales va passer d'abord par un constat très, très rapidement. Cette année et demie en distanciel nous a obligés à
écrémer tout ce qui polluait les négociations ou les relations sociales auparavant. Tout à l'heure, Philippe disait, c'est vrai qu'en présentiel, il y a d'autres choses qui interviennent dans une négociation. Il y a aussi beaucoup de polluants, c'est-à-dire que parfois, aussi bien du côté direction que du côté syndical, on a des postures héritées d'un passé de confrontation dont parlait tout à l'heure Philippe. Lorsqu'on se retrouve du jour au lendemain basculé dans des réunions de CSEC à 30 participants, donc à débattre de sujets importants, il n'y a plus la place pour ce genre de posture un peu stéréotypée. Donc je pense qu'on a aussi appris au cours de cette année et demie qu'on pouvait parfaitement s'affranchir de ces reliquats historiques de cette opposition entre direction et organisation syndicale. Alors, quand je dis organisation syndicale, tout ne fonctionne pas de la même façon. Mais là, je parle, puisqu'on est avec Philippe, je parle aussi de la CFDT, puisque c'est une organisation syndicale avec laquelle nous travaillons. Cet apprentissage nous force aussi à réfléchir à ce que seront les relations sociales demain. Elles ne seront plus, je pense, jamais comme elles étaient il y a 2 ans ou 3 ans, parce que nous avons mené ensemble cette réflexion. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Il y a 2 ans, tous les sujets économiques étaient traités au sein de la réunion plénière mensuelle du comité central, du CSEC, et en dehors de cette réunion mensuelle, eh bien, on ne traitait pas les sujets économiques, on attendait patiemment de définir conjointement l'ordre du jour avec le secrétaire de la réunion suivante. Avec le Covid, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait plus de déplacement. Alors, c'est un inconvénient sous un certain angle, mais c'est aussi un énorme avantage. Et nous ne nous sommes pas privés, direction et partenaires sociaux, pour ouvrir le débat sur une question aussi vite qu'il était nécessaire de le faire. On n'attendait pas d'avoir 15 sujets à l'ordre du jour de la réunion mensuelle. Si un sujet économique tombait, et il en est tombé un certain nombre pendant cette période, eh bien, on ne s'interdisait pas d'inviter à une réunion extraordinaire, quand même elle durait 1 heure, et de traiter notre sujet. Et donc, ça nous a appris que dans les relations sociales qui étaient historiquement assez lourdes, très conventionnelles, très codifiées, eh bien, j'aime pas trop le mot, mais vous le comprendrez, on pouvait devenir beaucoup plus agile dans ces relations sociales. Et ça, on l'a appris d'un côté comme de l'autre. Et je pense que, j'espère très vite, quand on sera sorti de cette pandémie, on pourra revenir notamment à des réunions présentielles. Mais dans un accord sur le droit syndical que j'ai renouvelé et renégocié l'été dernier, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que demain, nous aurions un panachage entre des réunions présentielles et des réunions virtuelles. L'objectif n'étant pas de faire des économies sur les voyages, même si effectivement on en fait quelques-unes, mais surtout d'être capable de réagir beaucoup plus rapidement dans le dialogue social. Et ça, je trouve que c'est une chose qu'on a apprise et qu'on n'aurait jamais, je pense, apprise si on n'avait pas eu cette crise. Donc, je suis un optimiste de nature, hein. Donc je pense que le dialogue social va s'en trouver modifié. Il va s'en trouver aussi modifié parce que le collectif de travail va lui-même évoluer. Et on le voit aujourd'hui. Certaines entreprises, il y a 2 ans, disaient « nous ne pouvons pas faire de télétravail ». Par la force des choses, ils se sont retrouvés du jour au lendemain à en faire de façon significative. Et aujourd'hui, comment dire à ces mêmes salariés, bon, on a vécu ces 2 années avec du télétravail, mais on oublie tout et vous revenez sur site à partir de demain et on repart comme il y a 2 ans, tout le monde au bureau jusqu'à 17h. Ce n'est plus crédible. Donc les entreprises aujourd'hui sont devant un constat de cette pandémie où ce qui paraissait impensable. Philippe disait tout à l'heure que ce n'était pas vrai pour tout le monde, hein. On se doute bien que le marchand de fruits et légumes sur la place du marché de Milly-la-Forêt où j'habite, le télétravail va lui être un petit peu compliqué. Mais dans ces grandes entreprises, notamment comme IBM, décemment, on ne peut pas aujourd'hui s'adresser aux salariés en disant « oubliez la pandémie, demain, tout le monde retourne sur site ». Et d'ailleurs, je ferai le lien avec la question qui a été abordée sur la responsabilité en matière d'écologie, etc., etc. Aujourd'hui, force est de constater que pendant 1 an et demi, on a su trouver des moyens pour maintenir une activité économique
tout à fait significatif, peut-être pas tout à fait aussi efficace, et ça c'est un long débat, mais il faut thésauriser sur cette expérience pour repenser le collectif de travail de demain. Moi je le vois avec mes équipes aujourd'hui. Il y a 2 ans, on se retrouvait 3-4 jours par semaine tous ensemble et on faisait parfois le constat dans des réunions du ridicule, quand j'y repense aujourd'hui, du ridicule de la situation où on avait des réunions et on se retrouvait finalement en visioconférence et on disait, mais Florian, tu es où? Ah ben, je suis dans le bâtiment en face. C'est-à-dire qu'on était au travail, on s'était payé 1h30 ou 2 heures de bouchon, on s'asseyait à son bureau et on se faisait des réunions en visioconférence quand on était à 200 mètres l'un de l'autre ou à 100 mètres l'un de l'autre. Et donc, tout ça nous a fait réfléchir. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de venir à 9 h du matin jusqu'à 17 h, mais de venir pour être efficace, c'est-à-dire favoriser le présentiel, utiliser cet espace de discussion pour voir les problématiques en matière sociale notamment, mais d'une façon différente, et finalement être beaucoup plus efficace que dans ce mode de travail où finalement on venait parce qu'on était obligé de le faire. Donc je pense que les entreprises ne seront plus comme avant, pour un certain nombre en tout cas. Je voyais tout à l'heure dans le chat des questions sur les PME. Je suis déformé par mon entreprise avec effectivement cette logique de grande entreprise. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura des conséquences sur le collectif de travail et j'irai même jusqu'au bout du raisonnement, sur la configuration du parc immobilier. Le bureau cloisonné où chacun s'enferme le matin et se met en visioconférence, c'est terminé. Il faut penser, et on commence d'ailleurs à entreprendre des travaux importants chez IBM pour réaménager nos espaces de travail, faciliter des lieux moins formels où les personnes puissent se rencontrer et où on puisse travailler de façon plus efficace et rester chez soi quand il s'agit de faire la visioconférence avec les États-Unis ou avec l'Allemagne. Donc il y a vraiment une refonte du collectif de travail qui, à mon avis, va se faire de façon nécessaire et elle ne pourra pas s'accompagner, elle ne pourra pas se mettre en place si elle n'est pas accompagnée par un parallélisme dans les relations avec les partenaires sociaux. Et c'est ce sur quoi je réfléchis aujourd'hui et je travaille avec mes représentants syndicaux pour essayer d'utiliser tout ce qu'on a appris pendant cette année et demie en matière de dialogue social. Merci à vous et puis merci pour ce regard finalement assez optimiste sur les moyens d'appuyer et d'améliorer le dialogue social. Et effectivement, merci pour cette note intéressante. Je voudrais qu'on passe aux questions maintenant parce que vous avez eu un certain nombre de questions sur le chat. Alors la première, c'est justement, parce qu'il nous reste un peu de temps, la première, c'était pour savoir si vous aviez, au sein des IRP, au sein des instances représentatives personnelles, réfléchi à une modification de la communication interne, en fait, entre vous. Est-ce qu'il y a eu des changements aussi à ce niveau-là? Philippe? Alors, je m'adresse peut-être au portier, pour le coup. Ouais. Moi, comment dire, nous ne sommes pas dans une entreprise. Je pense que ça, c'est vraiment à définir au niveau de chaque entreprise. Et ce n'est pas nous qui allons donner des consignes comme ça. Ce que je critique chez notre législateur, je ne sais pas le reproduire pour dire voilà, il faut faire comme ça. Non, il faut en parler et je pense que écouter Olivier sera plus intéressant que de m'écouter. D'accord. Donc, effectivement, ça serait à voir entreprise par entreprise finalement. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Philippe le souligne, c'est un point très juridique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Code du travail, il le dit très clairement, la messagerie de l'entreprise ne peut être utilisée par les partenaires sociaux, les syndicats, que s'il existe un accord d'entreprise qui le permette. Et les entreprises sont très frileuses sur le sujet. Je ne vais pas vous cacher que chez IBM, pour l'instant, nous n'avons pas accepté que la messagerie soit le vecteur de communication des syndicats, c'est-à-dire que le matin, en ouvrant vos mails, vous ayez, je vais volontairement grossir l'image pour expliquer nos craintes, que vous ayez 40 mails des différents syndicats vous expliquant que hier la direction a pris une mauvaise décision et qu'à midi une grève est organisée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Philippe, il y a encore de grosses réticences à ouvrir cette messagerie électronique de façon libérée. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Ça arrivera, mais je pense que les uns comme les autres, il faut qu'on fasse nos preuves. Pendant cette année et demie, je sais parfaitement que la messagerie électronique a été utilisée par les syndicats de façon non organisée. J'allais dire, on a plus ou moins fermé les yeux.
et c'est resté dans des zones assez raisonnables. Je pense qu'on s'achemine de toute façon vers ce partage des moyens de communication, quels qu'ils soient. Il faudra simplement organiser des garde-fous, c'est-à-dire que j'imagine en période conflictuelle, comme ça peut arriver, imaginez des sociétés qui sont au bord du dépôt de bilan, où on a un plan social qui se met en œuvre avec des suppressions massives de postes. Le climat social est naturellement, c'est tout à fait compréhensible, il est tendu. Et donc la messagerie, si elle était totalement ouverte aux syndicats, pourrait être extrêmement dangereuse. Donc, il faut probablement qu'on aille plus loin et il faudra que le législateur fasse quelque chose parce que ça passe par là. Et il faudra que cette évolution positive, je pense, soit aussi assortie d'un certain nombre de moyens de contrôle, peut-être de chartes de bonne conduite des différents acteurs sociaux. Je pense qu'on n'y coupera pas. Aujourd'hui, le législateur a par exemple autorisé les élections par voie dématérialisée. Quel progrès, j'ai envie de dire, même si parfois les syndicats sont un peu partagés parce que le papier, le contact direct était perçu différemment. Mais aujourd'hui, les temps changent, et notamment dans les entreprises qui sont massivement dotées de moyens électroniques. Eh bien, je pense qu'on ne coupera pas à avancer sur cette voie. Philippe. Oui, je ne pourrais pas répondre, en fait, juste compléter. Nous avons un congrès de la CFDT au mois de juin à Lyon, et dans ce cadre-là, nous allons proposer à nos syndicats, ce sont les syndicats qui se déterminent là-dessus, dans notre projet de résolution, de mettre en place des locaux syndicaux numériques. C'est-à-dire, c'est comme le local syndical physique, tel qu'on le connaît, mais où il n'y a pas beaucoup de salariés qui viennent. Ce serait la même chose, sauf que ce serait numérique. Et donc, depuis chez soi, on pourrait très bien venir dans ce local numérique. Merci beaucoup, Philippe. Alors, une autre question qui porte sur un autre thème, en fait, qui part du constat de l'augmentation du nombre et de l'ampleur de contestations sociales spontanées et hors mouvements syndicaux classiques. Et on a envie de vous demander, est-ce que c'est un phénomène large selon vous? Est-ce appelé à se développer dans les semaines, mois à venir? Avez-vous des chiffres ou des éléments concrets sur ce sujet? Et enfin, est-ce pris en compte dans vos réflexions actuelles? Je vais commencer. Oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'il y en a toujours eu, ce genre de contestation, mais je pense que ça peut être très largement aggravé par un des effets de la mise en œuvre des ordonnances, qui est la perte de proximité entre les représentants du personnel et les salariés. Ça, je pense que c'est un vrai danger. C'est un vrai danger pour les organisations syndicales, mais c'est un vrai danger pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses entreprises où auparavant, on avait des établissements où il y avait, par exemple, des délégués du personnel ou un comité d'établissement. Et aujourd'hui, suite aux ordonnances, il n'y a plus rien. Et donc, les salariés n'ont plus de représentants ou n'ont pas forcément de représentants du personnel à proximité. Et en conséquence, les salariés, ils bougent et éventuellement, ils vont s'organiser eux-mêmes. Donc, des gilets jaunes dans l'entreprise, on pourrait appeler ça comme ça, c'est un vrai risque, à mon sens. C'est un vrai risque qui nous concerne tous là, autour de la table. Après, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Je parlais tout à l'heure de transition écologique. Ça, c'est un sujet, par exemple, où on voit naître certains collectifs de salariés qui se disent on va s'emparer de ces questions. Là, par contre, c'est plus à nous, organisations syndicales, en tout cas, on y réfléchit à la CFDT, non pas pour essayer de les absorber, mais en tout cas pour coopérer avec eux, d'autant plus que depuis le mois d'août et la loi climat-résilience, les questions environnementales font leur entrée officielle dans le dialogue social. Merci Philippe. Olivier, vous voulez ajouter quelque chose? Je suis entièrement d'accord avec Philippe. Il a cité l'exemple des Gilets jaunes. Je pense que le gouvernement a totalement raté dans les premières semaines du mouvement des Gilets jaunes l'analyse et la compréhension de ce mouvement. Il n'y a rien de pire dans une entreprise qu'un mouvement spontané de salariés. Et
d'autres employeurs vont penser que je suis fou, mais si la représentation syndicale et la représentation du salarié existent en France, c'est aussi pour organiser le dialogue social et ne pas partir dans toutes les directions. Je me citais tout à l'heure l'accord sur le droit syndical que j'ai renégocié cet été. Philippe, vous le savez, parce que je pense qu'on s'est peut-être adressé à vous, mais les représentants de proximité font partie de cet accord sur le droit syndical. Parce qu'il n'y aurait rien de pire sur un petit site, on a des sites où on a 30, 40 salariés, s'il n'y avait aucune présence représentative sur ces sites, eh bien, on aurait exactement ce que vous mentionnez, c'est-à-dire le risque que ce petit groupe de 40 personnes nourrissent un certain nombre de revendications sur les conditions de travail ou je ne sais trop quoi, que ça ne soit pas canalisé, que ça n'arrive même pas à notre connaissance et puis qu'on se retrouve brutalement avec une situation sociale qui soit ingérable. Donc aujourd'hui, le modèle de relations sociales en France passe par les instances représentatives du personnel. Les ordonnances Macron ont, je pense, simplifié pour beaucoup le fonctionnement et la structure. Mais si les entreprises, comme je le disais au début de mon propos, sont assez idiotes pour penser que c'est une extraordinaire opportunité pour supprimer toute la présence syndicale sur les sites, elles se trompent. Elles se trompent parce qu'elles prennent des risques énormes, et notamment en matière de conflit. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat sur l'augmentation et l'ampleur de contestation sociale depuis les ordonnances Macron. Chez nous, on n'a absolument pas vu ça. Je n'ai pas eu de mouvement de grève ou de revendications spontanées parce que je pense qu'on a un maillage qui est suffisamment fin et que les organisations syndicales restent aujourd'hui le canal de communication encadré, je dirais, pour remonter toutes ces revendications individuelles et collectives. Quand je fais l'ordre du jour avec mon secrétaire de CSEC, Philippe, et je l'ai fait hier en fin de matinée, eh bien, j'ai un des points à l'ordre du jour qui est issu de l'avant Macron et qui s'appelle « Réponse aux réclamations individuelles et collectives portées par le CSEC ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'instance d'épée, mais ces réclamations individuelles et collectives, les ordonnances Macron n'ont pas voulu qu'elles disparaissent, mais qu'elles soient portées par cette instance. Et donc, les employeurs qui ont un petit peu de jugeote doivent se rendre compte aussi que les conflits, pour essayer de les régler le mieux possible, eh bien, il faut que ça passe par les instances représentatives du personnel. Et il en a les moyens. Alors, il y a une notion que Philippe développait, que je réfléchissais, qui est tout à fait intéressante, c'est cette notion de local syndical numérique. Je trouve que c'est très, très intéressant parce que, alors, il faudra faire attention à bien l'organiser. Certains syndicats seront suspicieux en disant qu'on a placé des micros pour écouter ces salariés qui viennent revendiquer et se confier au syndicat. Donc, il va falloir cadrer tout ça, il va falloir l'organiser, mais c'est une excellente idée parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces salariés qui sont 3 jours ou plus par semaine en télétravail, le travail des syndicalistes est un petit peu compliqué et je crains que les permanences syndicales ne soient pas très efficaces. Donc, c'est une excellente idée et je vais y réfléchir. Alors, merci Olivier. J'ai dans le chat une question qui concerne les TPE et les PME. Alors, du coup, je vais la poser plutôt à Philippe qu'à Olivier. Donc, il y a eu un certain nombre d'ordonnances et de décrets mis en œuvre pour les TPE, PME, et donc la question est en quoi est-ce que là aussi ça fait évoluer le dialogue social. Alors, éventuellement, celui qui l'a posé. Oui, je peux le préciser. Je peux le préciser. Donc, il y a les ordonnances en 2017 sur la mise en place des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social dans les entreprises de moins de 50 salariés, avec également des formations communes au dialogue social qui nous amènent, représentants patronaux et salariés, et sous l'animation également des services de l'État, de venir en appui pour favoriser la négociation d'accords. Les Côtes d'Armor sont particulièrement en avance là-dessus, se sont saisis de ces ordonnances pour créer des outils d'aide à la négociation, par exemple du télétravail, donc c'est tout à fait opportun. Ce vendredi à Lannion, nous organisons un événement autour de l'égalité professionnelle et derrière, nous entendons bien engager un accompagnement des transitions sur le territoire et de négocier toutes les mesures qui ont été mises en œuvre pour accompagner cette transition et notamment par rapport aux compétences. C'est encore trop peu connu. Donc, voilà, quelle position, et puis bienvenue à tous pour déjà ce vendredi et faire
et profiter de ce territoire laboratoire social pour entrer concrètement. C'est 99,9% des entreprises en France, des entreprises de moins de 250 salariés. Et c'est l'avenir aujourd'hui dans une économie de la transition où le local reprend de la vertu et où il y a une possibilité de développer plein d'activités dans tous les métiers. Action au cœur de ville, petite ville de demain, voilà. Alors, déjà, je suis issu d'une PME de 60 salariés. Donc, je vois bien ce que c'est d'évoluer dans une entreprise comme ça. Mon épouse bosse dans une menuiserie où ils sont 8 salariés. Et donc, je vois aussi ce que c'est une TPE. Je partage complètement ce que dit Bruno. Hein, le seul problème, ces deux dispositifs, c'est qu'ils sont sous-utilisés. Pardon. Je crois qu'il y a alors, les formations communes, l'idée, c'est de commencer à avoir un langage commun entre les représentants des salariés et les managers. Je crois que c'est essentiel. C'est essentiel dans les PME, mais ce serait très bien de le faire dans les plus grandes entreprises. Et d'ailleurs, il faut, je pense, réfléchir à comment on peut développer ça. Nous, on l'avait proposé quand c'était le moment de voter la loi climat résilience, où on demandait qu'il y ait une formation qui soit faite aux représentants des salariés, mais que ça pourrait être une formation, là aussi, commune entre les managers et les salariés. Parce que je pense que être en formation, ça enlève tout ce qu'il peut y avoir en termes de négociation, de pouvoir et autres, et ça permet un dialogue serein qui a plein de vertus pour la suite et qui facilite grandement les choses. Je suis absolument convaincu de ça et nous essayons de faire en sorte pour que ça se multiplie parce que ça reste très modeste aujourd'hui. Hein. Si on fait, alors c'est vrai que la Bretagne, les Côtes d'Armor, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a des choses aussi dans l'Est qui marchent pas mal, mais sinon le reste, c'est assez confidentiel. Et il en suffit d'une expérience. Je vous ai mis les orientations que nous avons décidées en 2021. Et donc, il s'agit effectivement de faire la preuve que ça fonctionne, comme on le fait chez IBM. Enfin, merci beaucoup, Monsieur Laurence, d'avoir présenté vos actions extrêmement concrètes et opérationnelles que nous allons essayer de conduire ici en Bretagne à l'échelle des 99,9% des entreprises du tissu français. Et après, sur les observatoires du dialogue social, c'est pareil. Enfin, il y a vraiment un intérêt à les développer, tout simplement parce que bien souvent, ce qui bloque, c'est des incompréhensions, c'est des choses qui sont pas si difficiles à dépasser que ça. Et je rajouterais, sans être trop long, que sur les TPE, je trouve qu'on s'y prend très mal. On essaye de calquer ce qu'on fait sur les entreprises plus grandes à un modèle d'entreprise où les relations sociales ne peuvent pas être du tout quand je parle à mon épouse, je lui dis, n'oublie jamais que quand tu parles à ton patron, tu représentes 15% de la masse salariale. Et c'est vrai. Et quand on a dit ça, on dit que voilà, il n'y a pas forcément besoin de représentation du personnel, mais il y a certainement besoin d'autre chose. Merci Philippe. Et Olivier, vous voulez juste, parce que là on va conclure, donc juste une dernière chose, je vois que vous avez beaucoup d'idées pour l'avenir entre les formations, les locaux à disposition, les représentants de proximité, en fait tout ça, vous parlez finalement beaucoup de l'amélioration du dialogue social, et d'ailleurs la dernière question portait aussi sur le fait que l'amélioration du dialogue social et la confiance que pouvait avoir à la fois l'entreprise et la représentante du personnel pouvait améliorer les choses, et d'ailleurs
une de nos participantes là, qui est responsable ressources humaines dans un hôpital s'interrogeait effectivement sur l'avenir. Donc tout ça, ça fait un lien assez intéressant. Est-ce que vous pourriez conclure en 2 minutes ce que vous pensez justement par rapport à cette nécessité d'appuyer sur le dialogue social, l'un comme l'autre? Je ne sais pas si Olivier, vous voulez commencer en 2 minutes. Alors, il nous reste peu de temps. Mais... Moi, j'appelle de tous mes voeux une évolution du dialogue social, mais aussi des textes qui régissent ce dialogue social. Ce qu'on a appris pendant la pandémie, c'est que la vision du contrat de travail historique, qui, dans le Code du travail, ressemble à ce qui se pratiquait dans des manufactures en 1960, c'est-à-dire j'ai un contrat de travail qui fixe ma durée quotidienne, mes heures d'arrivée, mes heures de départ. Avec la pandémie, on a appris que tout ça n'était plus très adapté à un nombre d'entreprises. Alors encore une fois, je mesure que notre activité est spécifique par rapport à nos entreprises. Mais c'est vrai que cette notion n'est plus la même. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui 35 heures de travail quand on est en télétravail? Le salarié qui va aller chercher ses enfants à l'école à 11h30, qui va prendre 1 heure pour déjeuner, c'est du temps de travail, c'est de la pause. Est-ce que s'il a un accident, c'est un accident du travail? Si le soir, il décide de s'arrêter à 16h30 justement pour aller récupérer le petit dernier, mais qu'ensuite il se remet à travailler à 20h, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe en termes de droit du travail. Est-ce qu'il est sous l'autorité de l'employeur quand il va devant l'école? Est-ce que s'il lui arrive quelque chose, il peut être sanctionné par son employeur? On a tout un attirail législatif, et Philippe doit le voir d'ailleurs dans les conflits prud'homaux. On a tout un attirail législatif qui aujourd'hui est quand même très nouvelle méthode de travail. Et donc moi, j'appelle de tous mes voeux, si je pouvais participer à une réflexion sur le sujet, je le ferai avec plaisir, mais j'appelle de tous mes voeux à ce que la réglementation en matière de travail puisse évoluer. Alors pas de façon sauvage, Philippe me dira, là on entend l'employeur qui va se glisser pour que les salariés soient corvéables à merci, non, ce n'est pas l'objectif, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion sur l'efficacité du travail. Est-ce que le fait d'aller chercher mon fils à 11h30 va diminuer mon efficacité dans mon travail pour Merci pour les problèmes techniques. Merci. Philippe, si vous voulez conclure, du coup, parce qu'il nous reste 2 minutes. Oui, je rejoins complètement ce que dit Olivier. Je suis vraiment pour laisser ces grandes libertés aux partenaires sociaux dans l'entreprise pour... j'ai mon image qui se coupe, mais ce n'est pas grave, vous pouvez m'entendre quand même, pour se mettre d'accord sur comment on conduit le dialogue social dans l'entreprise. Je pense fondamentalement que avec les transformations, puisque je m'occupe aussi de développement durable pour la CFDT, et je vois bien ce qu'il va falloir faire si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. Et ça va être des transformations absolument profondes, systémiques. Et ça, il va falloir un dialogue social de bonne qualité, tout simplement parce que les entreprises sont au centre de ces transformations-là. Les entreprises, les territoires, tout à l'heure Bruno parlait de territoire, je crois que la notion de territoire va devenir essentielle. Et il va falloir aussi qu'on apprenne à dialoguer au niveau territorial avec les différentes parties prenantes, les employeurs, les organisations syndicales, les collectivités locales, les citoyens, et autres. Et donc, je crois qu'on a vraiment un gap en termes de qualité à franchir. Et je suis OK pour me mettre autour de la table et pour permettre d'améliorer sensiblement les choses. Un très grand merci. Il va nous revenir de conclure pour respecter le timing, pour vous libérer à 10h. Donc, juste un petit rappel, cette conférence est enregistrée, donc elle sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu y participer en totalité. Et vraiment un grand merci à nos intervenants et j'espère que
ce que vous appelez de vos voeux une réflexion, qu'on pourra continuer à réfléchir avec vous sur ces sujets, sur ces transformations en profondeur des entreprises, pour relever les défis devant nous, notamment écologiques. Un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est une bonne journée.